Oui, merci Monsieur le maire. Mon intervention va être très complémentaire à celle de Cécile Senatiempo, euh, parce qu'elle a rappelé l'historique et elle dit combien il était temps que les choses aboutissent sur ce dossier. Néanmoins, je crois qu'il y a encore quelques questions qui subsistent. D'abord, vous dire en préambule que moi j'ai envie de vous féliciter, Éric Piolle. Vous féliciter parce que finalement, la ville de Grenoble et GH s'en sortent très bien. Très très bien même. La métropole devient un peu la vache à lait pour GH, donc c'est plutôt intéressant, puisque ce n'est pas la ville de Grenoble qui recapitalise, d'ailleurs aucun autre actionnaire que la métropole. Ces 16 millions que vous avez réussi à négocier en deux budgets, 2024 et 2025, sachant que 2025 pour l'instant n'est pas inscrit au plan d'investissement, mais à la limite c'est un sujet métropolitain. Vous avez fixé le prix de l'action très haut, à 142,5 €, ce qui est énorme par rapport à ce que vous attendiez initialement de la vente de vos actions. Et si jamais vous deviez en vendre à l'avenir, au moins le prix sera référencé désormais, donc c'est bien joué. Et puis, surtout, bravo, parce que la ville de Grenoble garde la main sur tout, avec 6 sièges sur 12 au conseil d'administration. Donc je dois dire, et évidemment là je prends ma casquette conseil municipal ou conseillère municipale de la ville de Grenoble, les arguments étaient un peu différents à la métropole, parce que l'intérêt n'est pas tout à fait le même. Et là je dois dire chapeau bas, Monsieur Piolle, vous avez bien eu la métropole, et effectivement cela sauve Grenoble Habitat, en tout cas à court terme. Parce qu'évidemment, il y a quelques questions qui subsistent. D'abord, question à laquelle vous n'avez pas répondu à la métropole lorsqu'elle a été posée par mon collègue. Pourquoi approuver une délocalisation de siège potentiel alors que la ville reste actionnaire majoritaire? J'aimerais vraiment vous entendre sur l'opportunité d'ouvrir l'option de délocalisation du siège, alors que vous avez toujours argumenté en faveur d'une SEM et d'un aménageur, d'un constructeur de logement qui reste dans le bassin de vie. Donc ça m'échappe. Deuxièmement, le programme, alors je pensais que notre collègue Margot Belair allait le développer, mais en fait, tout ça manque beaucoup de précision. Le PMT, c'est-à-dire le programme, est assez peu prolixe. Quelles sont les commandes complémentaires financièrement en termes de logement? Moi, l'exposé de Madame Belair ne m'a pas tout à fait convaincu. Il est encore inscrit 80 logements par an construits par la SDH, logements sociaux bien sûr, construits par la SDH. Combien représentent les commandes auxquelles vous avez fait allusion, Madame Belair, par rapport à ces 80 logements par an? C'est plus, c'est moins, quel rythme complémentaire? Parce que 80 logements, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas d'accélération. Est-ce que ce que vous avez annoncé, Madame Belair, constitue une commande et une accélération de la production de logements sociaux? Ensuite, quid d'une réorganisation interne? Parce que vous le dites vous-même, Madame Belair, il y aurait un carnet de commandes de 200 logements en construction avec des chiffres pas très clairs, donc sur lesquels je vous demande des détails. Mais en fait, là, vous nous parlez d'une politique de la demande, c'est-à-dire on augmente le cahier de commandes. Mais les préconisations du conseil qui a été sollicité, qui s'appelle Cornu Conseil, et dont le rapport est publié, est daté de mai 2024. Lui, il ne parle pas de la politique de la commande ou la politique de la demande, il parle de l'organisation de GH. Et à ce titre, je vous cite quelques passages de ce rapport. D'abord, page 13. Ce modèle, donc celui de GH, ne peut pas être durable car le risque immédiat est d'utiliser les fonds d'investissement, c'est-à-dire les 16 millions de recapitalisation. Donc le risque immédiat est d'utiliser les fonds d'investissement à des fins de couverture du fonctionnement, ce qui entraîne immédiatement une situation de liquidation. Donc comment la ville de Grenoble, en tant qu'actionnaire majoritaire, compte éviter cela? Deuxième citation du passage, la page d'après, page 14. Si le modèle présent à Grenoble Habitat, par une intervention mixte dans la construction de nouveaux logements, est toujours vertueux, ce que nous partageons, il souffre depuis ces dernières années d'un manque total d'adaptation à l'évolution du contexte économique et à une anticipation sur ses besoins en fonds propres et l'évolution de son endettement. Donc là, deuxième remarque, c'est non seulement que, attention, la recapitalisation ne doit pas partir dans les frais de fonctionnement. Deux, il y a eu un manque d'anticipation. Troisième citation, je ne vais pas paraphraser parce que l'expert le dit lui-même et le dit très bien.
Comme vu dans ce rapport, plus que la question de l'actionnariat, donc on voit bien que l'enjeu n'est pas l'actionnariat selon ce conseil, c'est le sujet de la gestion et du suivi de ces fondamentaux dont il est aujourd'hui question, avec entre autres la prise de conscience collective, accrochez-vous parce que je trouve la phrase sévère, que la rigueur, le professionnalisme ne sont en rien contradictoires avec les missions sociales de l'organisme. Ça veut dire que l'expert sous-entend que dans la politique, la culture GH, comme on a des missions sociales d'organismes, eh bien on n'a pas besoin d'être rigoureux ou professionnel. Ce qui m'étonne de la part non seulement des agents de GH, mais aussi du pilotage et de la gestion globale de GH. Et là, on parle plutôt des élus et de la politique portée par le conseil d'administration. C'est cruel, hein, la prise de conscience collective que la rigueur, le professionnalisme ne sont en rien contradictoires avec les missions sociales de l'organisme. Je trouve ça assez terrible. Et enfin, dernière citation, car encore une fois, ils le disent beaucoup mieux que nous. Page 15, toujours du même rapport de mai 2024 de F. Cornus Conseil, il liste les perspectives pour l'avenir et le fil conducteur, je cite, et préambule aux simulations du plan à moyen terme. Donc dans ce PMT, plan à moyen terme, il y a quand même une dizaine de recommandations, dont 3 qui sont profondes. Je cite les 3. 1. Allègement des charges de fonctionnement et de toute charge sur 4 à 5 ans afin de permettre un retour à l'équilibre et un développement maîtrisé. Je ne vous ai pas entendu, ni l'un ni l'autre dans vos 2 interventions successives, parler de ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, allègement des charges de fonctionnement? Comment l'interprétez-vous, vous qui avez toujours la main, 6 voix sur 12 au conseil d'administration, pour les 4 à 5 ans à venir? Qu'est-ce que cela veut dire pour la gouvernance, pour le fonctionnement et la gestion de GH, et évidemment pour ses salariés et les frais de gestion associés? Deuxième recommandation, redéploiement de l'organisation et adaptation aux besoins. Là aussi, il y a eu tout à l'heure une vague évocation de ce point, mais comment vous le traduisez aujourd'hui, puisque vous travaillez dessus depuis mai 2024, nous sommes en septembre 2024, comment vous appliquez cette recommandation? Et enfin, troisième élément sur les 10 prescriptions, tenir compte du climat social et la nécessaire professionnalisation des personnels. Est-ce à dire, et je pose la question parce que ça m'intrigue, ça m'interpelle de lire ça, est-ce à dire que les personnels aujourd'hui ne sont pas professionnels suffisamment? Je suis un peu dubitative sur quand même la nature de ce rapport qui va loin dans la prescription et le jugement de la qualité professionnelle de la gestion de GH. Pas des intervenants de GH, pas des salariés de GH, mais globalement de la gestion et de la professionnalisation de ce service public que l'on va financer pour la métropole à hauteur de 16 millions, mais évidemment pour la ville de Grenoble aussi. Donc j'aimerais avoir des réponses sur ces points. Et enfin, dernier enjeu, je connais déjà votre réponse, mais il va sans dire qu'il faut quand même poser la question de la représentation de la ville de Grenoble, cette fois. 12 sièges au conseil d'administration, un de plus qu'avant. Pourquoi est-ce que sur les 6 sièges de Grenoble, un n'est pas confié à un des groupes d'opposition, sachant que maintenant, il y a un intergroupe qui pèse plus qu'un groupe que vous ne souhaitez pas voir siéger dans une quelconque institution? Vous avez maintenant toute l'opportunité de placer quelqu'un d'un des groupes d'opposition en suivi des affaires de GH, compte tenu de la gravité des propos tenus par le Conseil et de l'enjeu de restructuration et de gestion et de la hauteur des engagements de la métropole. Je pense que ça mérite un peu de transparence. La métropole a proposé, enfin son président vendredi, un poste de censeur. Je crois que, tant qu'à faire, sur les 6 représentants de la ville de Grenoble, eh bien, un poste pourrait être attribué à un des groupes de l'opposition. Je vous remercie de vos réponses. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai écouté avec attention Vincent Fristo nous répondre, mais nous dire que la PMT, donc le programme rétablit l'équilibre en 2025, ben, j'espère bien, puisqu'on injecte 2 fois 8 millions. Donc, c'est un pléonasme. Évidemment que en 2025, c'est à l'équilibre. Le sujet, c'est que cet équilibre ne doit pas être seulement lié à cette recapitalisation. Il doit aussi s'autoporter. Et donc, la question reste entière. Vous dites, je cite, « Nous allons devoir, à GH, travailler sur les charges, sur la dette
et des efforts internes. J'aime beaucoup les efforts internes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et bien sûr, vous bottez en touche en disant que cela appartiendra au conseil d'administration. Ça tombe bien, aucun membre de l'opposition n'y siège, donc on ne saura rien, ce qui est quand même assez lunaire, alors qu'aujourd'hui, on est censé voter une délibération avec des questions auxquelles vous ne répondez pas. Deuxième axe, Alain Carignon a posé une question, et vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous comptez, compte tenu du bilan de l'expertise de mai 2024, changer de présidence, changer de direction? C'est un vrai sujet lorsqu'il y a des problèmes de gestion. Et si, Monsieur Fristo, le rapport du Conseil montre bien, d'ailleurs sans embâge, qu'il y a un problème de gestion. Je ne pouvais pas dire que l'expert ne le dit pas. Moi, j'en sais rien, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est le rapport d'expertise. Et je rebondis sur ma question qui n'a toujours pas eu de réponse. Vous avez dit, Monsieur Fristo, 800 logements sur 10 ans. À prendre une calculette rapide, ça fait 80 logements par an. C'est ce qui a toujours été prévu jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas plus de commandes de la ville de Grenoble. Donc, Madame Belair, qu'est-ce que vous nous avez dit? Ou alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je vous demande, voilà, qu'est-ce que c'est les efforts internes? Quid de la direction? Quid de la présidence? Quid des commandes supplémentaires de Grenoble, puisqu'on est déjà à 80 logements par an? Je vous remercie. Oui, c'est important pour que tout le monde comprenne, puisque merci de cet éclaircissement. Donc en fait, il n'y a pas de commande supplémentaire de la ville de Grenoble, on reste à 80 logements par an, c'est juste qu'en fait, on vient d'apprendre qu'avant, vous ne le faisiez pas. Donc voilà, c'est assez cocasse. Donc en fait, il n'y a pas de commande supplémentaire, vous allez peut-être juste essayer de réaliser ce sur quoi vous êtes engagé. Je ne sais pas si ça mérite des félicitations.